Ligne directe au cœur de l'Europe. Une émission présentée par Nicolas Don. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Depuis le début de cette semaine, un rêve commence à prendre corps pour presque 4 milliards d'humains, plus de la moitié de l'humanité, cloîtrés plus ou moins rigoureusement afin de faire reculer la pandémie de Covid-19. Ce rêve est celui du déconfinement promis par les autorités avec diverses variantes naturellement pour le mois de mai. Dans ces conditions, comment se dessine la reprise pour les entreprises européennes? Comment produire normalement aujourd'hui, malgré le confinement et les impératifs sanitaires? Quel scénario pour la sortie, au pluriel naturellement? Voilà les questions de notre débat et les invités qui nous feront part de leur vécu. Eric Stab, PDG d'Engie Roumanie et directeur exécutif d'Engie pour l'Europe de l'Est, conseiller du commerce extérieur de la France et vice-président du FIC, le Conseil des investisseurs étrangers en Roumanie. Et Yves Rommel, cofondateur et managing partner de Victanis, un cabinet de conseil de dimension européenne créé à Munich. Yves Rommel est également conseiller du commerce extérieur de la France en Allemagne. On va commencer avec vous, Eric Stab, car Engie est un cas à part. Il ne s'agit pas de reprendre, car vous n'avez jamais arrêté. Nous n'avons en effet jamais vraiment arrêté. Alors, la raison principale, bien entendu, c'est le fait que nous apportons un service essentiel au bon fonctionnement de la société et de l'économie. Et donc, nos activités opérationnelles se poursuivent pour que notre économie continue à tourner. Donc, nous avons aujourd'hui, pour vous donner une petite idée, plus de la moitié de nos équipes qui restent sur le terrain. Alors, bien entendu, les collègues qui restent sur le terrain respectent de manière extrêmement stricte toutes les mesures liées à la protection de leur santé. Donc, c'est ça notre priorité numéro un. La seconde priorité, bien entendu, c'est la continuité opérationnelle, parce que là encore, comme nous assurons un service essentiel, il est absolument impératif de ne pas avoir d'incident dans la pratique, je dirais, ou dans l'exploitation de nos services. Et enfin, comme toute entreprise qui traverse une période de crise, notre priorité numéro 3, c'est la gestion de notre trésorerie, tout en restant, je dirais, solidaire du budget public, en payant en temps et en heure nos impôts, nos contributions, et en essayant également de soutenir nos fournisseurs et partenaires en les payant dans les délais impartis. Je vais me tourner vers Munich, vers Yves Rommel. Alors, à une autre échelle, celle d'une société de conseil, une PME, et en sachant que l'Allemagne, une fois de plus, s'en tire mieux que tout le monde, et c'est un constat unanime. Quelles ont été vos difficultés et est-ce que vous aussi en Allemagne, où ça commence à aller un peu mieux, avec toute la prudence nécessaire, est-ce que vous pouvez penser à ou formuler la fameuse phrase la petite lumière au bout du tunnel? Et oui, l'Allemagne peut-être fait partie peut-être des élèves modèles de l'Europe actuellement sur la façon de traiter la crise, mais l'Allemagne est fortement impactée et on est encore dans une logique de confinement. La gestion industrielle reste difficile. On sent en effet une volonté de démarrer, une vraie volonté des sociétés d'aller de l'avant, mais ça reste encore compliqué. Alors, qu'est-ce qui vous a fait mal? Quels sont les obstacles auxquels vous avez dû faire face et quels enseignements vous en avez tirés pour pouvoir repartir maintenant, Yves? Nous, on a une activité de stratégie, d'accompagnement des sociétés sur le terrain, c'est-à-dire qu'on accompagne les sociétés européennes à se développer. On est sur 3 bureaux, un bureau à Munich, un bureau à Londres et un bureau à Paris. Alors, autant sur nos activités de stratégie, et aujourd'hui d'ailleurs, gestion de crise et d'accompagnement, les choses continuent. Par contre, tous les mandats de recherche de sociétés et d'acquisition aujourd'hui sont gelés. Vous étiez à 2 doigts de l'arrêt de l'activité, si je comprends bien. Les premières semaines, ça a été un arrêt total. On a repris un certain nombre d'activités avec les clients dont je vous parlais, sur les activités stratégiques, les gestions de crise. Et étonnamment, depuis cette semaine, c'est vrai que ça frémit. On a des prospects qui se manifestent. Pourquoi vous dites étonnamment, Yves Rommel? Écoutez, parce que aujourd'hui, l'Allemagne est encore un peu, très largement même endormie, et sous le choc de cette crise. Donc écoutez, c'est une bonne nouvelle parce qu'en effet, il y a certainement des choses à faire. C'est le moment de penser, de travailler, d'exécuter, si je puis dire aussi sur certains sujets. Mais bon, il y a cette prise en compte qui doit être collective et qui viendra, je pense, au fur et à mesure.
Eric Stab, est-ce qu'une entreprise de la taille d'Engie est frappée de stupeur par ce genre de scénario? Est-ce que pour ce genre d'entreprise stratégique, il y a quand même des scénarios de crise. Est-ce que la stupéfaction a été la même que pour une entreprise X? Et je pense que nous avons tous été très surpris de l'ampleur de cette crise. Si on repense à la crise que nous avons vécue en 2008-2009, qui était avant tout une crise financière, elle n'a pas touché tous les secteurs de la même manière et elle s'est en fait propagée progressivement, alors que cette crise touche tout le monde. Alors certes, on avait dans nos scénarios de crise aussi réfléchi à des cas de pandémie, mais nous découvrons tous les jours de nouvelles conséquences de cette crise et nous avons bien entendu, comme tout le monde, rencontré pas mal de difficultés Et alors justement, lesquels? par l'accès à suffisamment d'équipements de protection, Il n'y en etc. avait pas. Vous en avez trouvé Et comment? il n'y en avait pas, comme pour tout le monde. Donc on a découvert comment fonctionnait l'approvisionnement de ce type d'équipements de protection, des filières relativement complexes pour pouvoir s'assurer donc l'accès à ces équipements et évidemment aussi des surenchères d'autres entreprises, d'États, eux-mêmes à la recherche de ces équipements de protection. Et je ne vous cache pas que opérationnellement, tous les jours, on passe encore pas mal de temps à parler de l'accès à ces équipements de protection pour nous assurer d'en avoir suffisamment à la fois à court terme et pour préparer la reprise. Dans les autres difficultés rencontrées, il y a évidemment aussi les ajustements organisationnels que nous avons été amenés à mettre en place pour maintenir la continuité opérationnelle de nos activités. Ça n'a pas été simple pour en particulier nos collègues sur le terrain et je profite du forum que vous m'offrez pour leur rendre hommage aujourd'hui parce que c'est vrai qu'ils sont tous en première ligne dans des conditions difficiles et ils font un travail remarquable. Il a fallu qu'on s'adapte pour que nos collègues qui pratiquent le télétravail puissent justement continuer à être productifs dans des conditions aussi bonnes que possible. Il a fallu informer nos clients des conséquences de cette crise. Et ce qui est sans doute le plus difficile pour nous, comme pour beaucoup d'entreprises, c'est la gestion de l'incertitude dans un contexte de pandémie sans précédent, parce qu'effectivement, aucun de nous ne sait quand les choses vont vraiment s'améliorer et gérer cette incertitude au quotidien avec les équipes, dans l'interaction avec les clients, ça n'est bien entendu pas simple. Et enfin, nous sommes aussi impactés sur le plan économique, puisque en fait, la distribution d'énergie est un bon baromètre de l'activité économique d'un pays et nous constatons bien entendu aussi une baisse sensible de la consommation d'énergie, en particulier de la part de nos clients industriels et tertiaires. On va prendre une question de la Craiova, Jean-Christophe Masmalet. Moi, j'aurais aimé savoir exactement si vous avez pu justement avoir facilement l'accès à des masques qui sont d'origine faits ou en Chine, faits ou dans l'Union européenne, par exemple. Est-ce que vous avez eu un accès facile à ces masques-là, s'il vous plaît? J'aimerais bien poser la question, par contre, à Yves Rommel, parce que je ne sais pas si en Allemagne, il y a le même problème, si toujours et encore, comme en France ou ailleurs, en Roumanie ici, et dans d'autres pays d'Europe, ce problème de masques qui manquent, des gants, du gel hydraulique, et ainsi de suite. Oui, en effet, on a les mêmes problèmes. C'est aussi la course pour obtenir des masques, c'est la course pour fabriquer des masques. Eric Stab, dans une entreprise de la taille d'Engie, comment fait-on? Il y a un département spécial achat pour équiper tout le monde. Comment est-ce qu'on structure une telle demande inattendue parfaitement? Parce que personne n'avait songé que les gens de chez Engie devaient porter des masques ou des gants pendant les heures de travail, je pense. Alors, nous avons évidemment une direction des achats, mais je ne vous cache pas que l'achat d'équipements de protection, en particulier de masques, n'était pas forcément leur activité principale jusqu'à présent. Dans un premier temps, pour répondre également à la question de Jean-Christophe Masmalet, en fait, nous avons cherché à importer des masques et d'autres équipements de protection parce que ils étaient impossibles à trouver localement. Donc ça a été compliqué. Il a fallu suivre toute la chaîne d'approvisionnement depuis la Chine. La situation se détend depuis quelques jours, je dirais, notamment parce que la production de masques et plus généralement d'équipements de protection a également démarré localement en Roumanie.
Donc, nous avons aussi à présent des fournisseurs locaux. Nos salariés sur le terrain, donc ceux qui sont au contact encore de nos clients. Donc, ils portent tous des masques. La situation n'est pas exactement la même dans chaque pays parce que là encore, les décisions prises peuvent varier quelque peu. Mais je pense que nous sommes tous amenés à nous préparer à l'utilisation renforcée des masques dès lors que le déconfinement va prendre forme de manière un peu plus concrète dans un certain nombre de pays. Mais quand vous dites que la situation se détend, c'est-à-dire que vous prévoyez un approvisionnement régulier désormais ? Ça se détend au sens où il y a un choix un peu plus large de fournisseurs que ce que nous n'avons connu pendant les premières semaines de cette crise. Ceci étant, la demande reste évidemment extrêmement forte. Et donc, la question, c'est est-ce que l'offre va pouvoir suivre ? Et donc, pour une entreprise comme la nôtre qui, comme je le disais, se doit de garantir la santé et la sécurité de ses salariés et de ses clients, il faut aussi que nous anticipions pour commencer aussi à stocker des masques pour une durée suffisamment longue qui nous permettent de voir venir et d'éviter toute rupture de stock. Dernière question sur les masques, mais c'est une préoccupation générale partout en Europe et dans le monde. Comment expliquer que même un pays comme l'Allemagne, qui est si prévoyant, si régulier, si ordonné, n'a pas prévu ce genre, pas de catastrophe, mais n'a pas suffisamment de masques pour parer à un accident sanitaire de ce genre? Qui aurait pu prévoir cette crise on est en Europe, on n'est pas en Asie. En Asie, il y a cette culture du masque. Les gens portent le masque. Ici, comme en France ou j'imagine en Europe centrale, personne ne porte de masque. Il n'y avait pas de raison pour l'Allemagne d'anticiper mieux que les autres. Pas du tout. Et donc, on est confronté, on le voit avec des clients qui en effet, comme disait Eric, commandent des masques en Chine massivement. On va aller à Sofia. Une question de la directrice de la Chambre de commerce France-Bulgarie, Vesela Todorova Museting. J'aurais aimé en fait poser deux questions à vos invités. La première serait est-ce que leurs entreprises ont pu bénéficier d'aides d'État allouées par les pays respectifs dans lesquels les entreprises travaillent principalement. Et la deuxième question, est-ce que ces pays ont prévu des plans précis déjà de déconfinement? Oui, alors pour ce qui est des aides d'État, un certain nombre de mécanismes ont été lancés par différents pays. La mesure qu'on retrouve de manière générale dans beaucoup de pays, c'est effectivement le chômage technique ou partiel, donc l'aide au chômage partiel. Après, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises dans différents pays, notamment en matière de report de paiement de taxes et contributions, souvent je dirais limitées aux PME et PMI. Dans certains cas, le report de paiement des échéances bancaires. Et souvent également des schémas d'aide d'État sous forme de garantie bancaire apportés donc par l'État. Dans notre cas, en Europe de l'Est, nous n'en avons pas bénéficié. Dans certains cas, dans certains pays d'Europe de l'Ouest, nous avons eu recours au mécanisme de chômage partiel. Je pense que les pays d'Europe de l'Est ont eu l'avantage d'être affectés un peu plus tardivement par la propagation de la maladie et donc de pouvoir tirer des leçons des pays plus touchés par cette crise et de prendre des mesures souvent très strictes de confinement et de distanciation sociale. Et beaucoup de ces pays ont pris cette décision parce qu'ils avaient aussi conscience des faiblesses inhérentes à leur système de santé qui auraient sans doute eu beaucoup de mal à faire face à l'afflux de malades, notamment en réanimation. Mais dans la plupart des cas, je dirais, les aides se limitent quand même aux PME, PMI et aux entreprises les plus affectées par cette crise. Qu'en est-il pour les entreprises allemandes, Yves Rommel? Je dirais que ces mesures de chômage technique sont mises en place. Elles reprennent en bonne partie les mesures qui étaient mises en place en 2008-2009. Il y avait déjà cette expérience de chômage technique. Oui, également les reports de paiement, de charges, ça est possible. Et pour les sociétés qui ont des problèmes de liquidité, vous avez un système soit de subvention directe, soit de prêts en fonction de votre situation, de nombre de salariés, etc. Donc, il y a tout un arsenal qui est mis en place. Cet arsenal, il est à deux niveaux. Il est au niveau fédéral et il est au niveau de chacun des États. Et en fait, chaque État a également
je dirais, dégager un budget, un ensemble de budgets en fonction des problématiques pour aider les entreprises et également les familles et les particuliers. Alors, comment est-ce que vous percevez en Allemagne ou ailleurs cette dualité de l'aide et des efforts? L'Europe d'un côté et puis l'État, la nation, l'État-nation qui remet au pot, qui complète l'action européenne. Et il y a quand même un retour de l'État en parallèle. Comment est-ce qu'en Allemagne, on perçoit cette dichotomie-là? Parce qu'en Europe de l'Est, on attend beaucoup de choses de l'Europe et très peu des États. L'Allemagne aujourd'hui a ouvert les vannes, si je puis dire, parce qu'on parle d'un montant de l'ordre de 1100 milliards d'euros aujourd'hui mis à disposition. Donc nous, c'est essentiellement l'État qui est présent et également les lenders. Eric Stab, alors là, vous naviguez vraiment entre les deux. Bon, c'est vrai que les attentes vis-à-vis de l'Europe en matière de solidarité dans cette période de crise sont très importantes. Je pense qu'effectivement, des décisions importantes ont été prises. On attend encore, je dirais, les résultats concrets en termes d'aide apportée, de nouveaux programmes mis en place pour justement soutenir l'économie. Et donc, dans l'attente de ces programmes, évidemment, toutes les entreprises concernées par cette crise s'adressent à leur État. Et là, on se heurte, bien entendu, à la marge de manœuvre financière des États, qui peut varier, bien entendu, d'un pays à l'autre. On se heurte également à la difficulté à mettre en place ce genre de schéma parce que tellement d'entreprises sont affectées qu'il faut bien entendu définir des règles en amont sur l'allocation de ces différentes aides. Et ça n'est pas simple, ça prend du temps. Et donc, il y a évidemment une certaine impatience qui se fait jour dans tous les pays, notamment de la part des PME et PMI, en particulier dans les secteurs les plus touchés. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il est important que les aides qui, par nature, sont forcément limitées, soient bien ciblées vers ceux qui en ont le plus besoin. Alors, j'aimerais qu'on en aborde la dernière partie de cette émission avec vos scénarios, messieurs et madame, qui nous écoutez, mesdames aussi, parce qu'il y en a d'autres, sur la sortie de crise, Eric Stab et Yves Remel. Quel scénario voyez-vous? Et d'abord, cette question, est-ce que vous pensez que la crise sera si terrible qu'on le dit? Il y a beaucoup d'économistes qui annoncent que ça va être quelque chose de terrible, la pire depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis les années 30. Quelques voix un peu optimistes, j'entendais hier soir celle du ministre des Finances roumain qui anticipait quand même une reprise à la vitesse grand V. Alors, quelle perspective pour la sortie? Écoutez, moi je serais extrêmement prudent. Je pense qu'aujourd'hui les économies sont capables de repartir, certainement. La vraie difficulté, c'est comment se développe ce virus, parce il faut pas oublier, il est encore très très peu connu. On ne sait pas tout. On peut être dans un scénario qui va s'éterniser, c'est-à-dire qu'on va déconfiner, et puis derrière un risque de deuxième vague. Ça serait absolument redoutable parce que sur toute la supply chain des entreprises, la supply chain, c'est-à-dire toute l'activité avec ses fournisseurs et ses clients, comment gérer ce stop and go permanent. Vous voyez, le scénario positif, ça serait que des médicaments fonctionnent. On sait que le vaccin, ça va prendre du temps, des médicaments fonctionnent bien. Donc voilà, je crois qu'avant de donner un scénario économique, on a en amont les scénarios médicaux. Et je pense qu'il serait important que les gouvernements et qu'au niveau européen, on réfléchisse à tous ces scénarios, du plus optimiste au plus pessimiste, pour savoir comment peut-on les gérer le mieux possible en fonction de leur apparition. Eric Stab, comment sortir de ce terrible sentiment? C'est le virus qui décide finalement. Je pense qu'à ce stade, il faut rester extrêmement prudent. Ce qui se dessine, c'est que le déconfinement et la reprise seront forcément progressifs, graduels et devront avant tout s'adapter aux règles qui seront édictées par chaque pays. Ce qui me paraît assez évident, c'est qu'il va nous falloir apprendre à vivre et à travailler avec la présence de ce virus autour de nous, tout en faisant bien entendu le maximum pour protéger la santé de nos salariés et de nos clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sans doute le maintien au moins partiel du télétravail. Ça veut dire ajuster les modes de fonctionnement opérationnels des entreprises en coordination avec leurs clients, avec les autorités publiques. Ça veut dire maintenir bien entendu les gestes barrières. Et l'autre aspect qui me paraît crucial, c'est qu'il va nous falloir repenser l'avenir. Je pense que le moment est venu de penser au nouveau monde sociétal et économique dans lequel nous voulons vivre dans les mois et années à venir.
Je pense que nous avons tous constaté à quel point la digitalisation de nos économies est importante. Le Covid-19 nous a tous amenés à accélérer notre digitalisation. Et bien entendu, cela va avoir un impact également à l'avenir sur la façon dont nous travaillerons. Bien entendu, pour relancer l'économie, il va y avoir un besoin majeur d'investissement. Et donc, investir davantage, ça suppose aussi, notamment pour les États qui vont devoir donner, je dirais, certaines impulsions, de prioriser les domaines dans lesquels ils veulent voir ces investissements se matérialiser. Et je pense qu'il sera important de se concentrer sur les secteurs, les domaines qui ont un effet démultiplicateur transverse. Alors, il y a bien entendu le secteur énergétique dans lequel je travaille, bien entendu le secteur de la santé dont nous avons redécouvert l'importance absolument cruciale. Donc, il va falloir des injections de fonds, il va falloir mieux absorber les fonds européens, ne pas hésiter à demander de l'aide dans certains cas, bien segmenter les mesures de soutien. Et je pense qu'il faudra aussi que nous continuions à penser au type de monde dans lequel nous voulons vivre. Nous sommes en train de traverser une crise sanitaire majeure. Je pense que ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est de nous retrouver confrontés à une crise climatique majeure. Et je pense qu'une grande partie des investissements de relance de l'économie des pays européens devra sans aucun doute aussi être dédiée à ce type de secteur parce que, in fine, gérer une crise sanitaire et puis mettre en œuvre des investissements qui nous permettent de mieux protéger l'environnement, ce ne sont pas des termes contradictoires, bien au contraire. C'était le mot de la fin. Vous étiez en ligne directe au cœur de l'Europe. N'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook vos questions, vos interrogations, vos suggestions, vos envies. Restons ensemble. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Très bonne soirée à vous tous. Ligne directe, au cœur de l'Europe. Une émission présentée par Nicolas Don.